Bonjour à tous, merci beaucoup d'avoir été si nombreux en ce début d'après-midi. D'ailleurs, nous allons la commencer de manière un petit peu particulière, mais totalement en accord avec le sujet de notre forum, dans la mesure où je pense que si la transmission des connaissances via le jeu avait un visage, ce serait sans doute celui de notre invité. Présentateur, journaliste télé, il nous fera aujourd'hui l'honneur de présenter un quiz sur le jeu et les sciences cognitives. Je vous prie d'accueillir chaleureusement Samuel Etienne. Merci à tous, merci beaucoup Eugénie. Il y a beaucoup plus d'ambiance que sur le plateau de questions pour un champion. En même temps, c'est normal, on a viré le public pendant la crise sanitaire, vous savez, et on l'a jamais remis après, parce qu'on trouvait l'émission mieux sans. En vrai, c'est drôle parce que, donc, comme toutes les émissions télé, les jeux télé, pendant la crise sanitaire, pour des raisons évidentes, on a enlevé le public, histoire de ne pas créer des clusters à France Télévisions. Et quand ça s'est arrangé, en fait, les autres jeux ont fait revenir le public, mais pas nous, parce que on s'est rendu compte que ça avait créé une autre ambiance à Question pour un champion, beaucoup plus calme, apaisée. Les candidats entendaient beaucoup mieux les questions. Ouais, oui, c'est vrai. Et du coup, il y a un côté un peu compétition, les gens sont très concentrés. Ils aimaient bien cette atmosphère beaucoup plus recueillie, beaucoup plus tranquille. Et en plus, souvent, dans le public, il y avait la famille, les accompagnants, les amis. Alors ça pouvait être un soutien, c'était sympa, mais c'était une forme de stress aussi. Notamment quand ça marchait pas. Imaginez quelqu'un qui vient jouer pour la première fois et qui a ses enfants ou ses petits-enfants, et il marque pas de points, et en fait, au début c'est sympa, puis à la fin c'est moins sympa. Et donc les candidats étaient les premiers à pas nous demander le retour du public. Et puis comme ce public est géré par une société extérieure et qu'il facture cette prestation, ça faisait une économie aussi. Voilà. Mais du coup l'ambiance est super. Merci beaucoup de votre accueil. J'aime beaucoup dire des bêtises sur les réseaux sociaux. Il faut que je fasse attention d'ailleurs parce que j'en dis trop. En annonçant ma venue ici, j'ai dit voilà, c'est un forum qui parle notamment de sciences cognitives. Je ne comprends pas un traître mot de tout ça. Évidemment, ça n'est pas une blague, je ne comprends pas un traître mot à tout ça. Et je ne sais pas ce que je fais ici. Blague à part, je suis très impressionné par le dispositif, par la décoration, les moyens techniques. Pour connaître un peu ce genre d'organisation, je sais et je vois qu'il y a eu beaucoup de travail. Donc je voudrais féliciter toute l'équipe. J'ai croisé certains, Gustave, Eugénie notamment. Donc bravo à toute l'équipe parce que... Oui, bon. Trêve de bavardage et de bilbezé parce que j'ai tendance à être très très bavard, c'est pour ça que je fais ce métier. On va aller à l'essentiel, c'est-à-dire au jeu. Est-ce que vous êtes stressé? Ça va? Je suis en face d'un dieu vivant là. Et vous savez qu'il y a des cadeaux incroyables. Il y a des cadeaux incroyables parce que c'est une surprise, parce que je sais qu'on vous a dit qu'il y avait des jeux de société à gagner. Je crois qu'il y a un casse-tête. En fait, c'est faux. L'équipe m'a dit que tout ça, c'était une espèce de nuage de fumée. Et en fait, le premier prix est un séjour d'1 an dans un hôtel 5 étoiles en Nouvelle-Zélande. C'est pas mal. Le deuxième prix est beaucoup moins bien, parce que c'est un séjour de 6 mois seulement. Ah. Voilà. Et pour les deux équipes perdantes, il faudra, par contre, c'est un cadeau sanction pénalité. Il faudra reprendre vos études depuis le début. Ah, je suis désolé. Oh l'enfer. Je sais pas pourquoi je vous regarde d'ailleurs. C'est pas pour vous. Ça va? Vous êtes prêts? Alors, la phrase consacrée, c'est allumons les buzzers. Gustave, tu m'as dit qu'on s'est OK pour toi. Ah oui. Oh merde. Donc ça va s'afficher là, c'est ça? Formidable. Ah oui, parce que je ne connais pas les noms des équipes. Je sais que chaque équipe s'est baptisée. Waouh, Venise. C'est qui l'équipe Venise? C'est nous. Pourquoi Venise? C'est le nom de notre unité de notre laboratoire. Très bonne raison. Bonne chance Venise. Deuxième équipe. Les Campagnards.
Pourquoi les campagnards? Parce qu'on vient tous les deux de Seine-et-Marne et du coup on s'est dit c'était pourquoi pas ça. On voulait un petit nom drôle et du coup on s'est dit ça. Bonne chance les campagnards. Troisième équipe. Yes. C'est une belle philosophie. Yes. C'est super. C'est mieux que no. Ouais, d'accord. Je valide et je vous souhaite bonne chance pour ce soir. Quatrième équipe, donc j'ai deviné que c'est nos deux amis du fond là-bas. Quatrième équipe. Là, on veut en savoir plus. Est-ce que ce sont des jeunes gens qui, parallèlement, pour financer leurs études, font des braquages la nuit? Je ne sais pas. Les voyous, alors? Alors, on était un peu dans le rush et on nous a demandé un nom et du coup, c'est le nom de son chien qui est mort. C'était il y a longtemps, j'étais jeune, ça va. Il est pas mort dans des conditions tragiques et d'affreuse souffrance, non? De vieillesse. Bon, ouais. Finalement, c'est une belle histoire. Bonne chance les voyous. On joue en 9 points, d'où les 9 points gagnants. Les 3 premières équipes qui vont arriver à 9 points se qualifieront. Et pour la dernière, ce sera la loose. Voilà. Au début, ce sont des questions qui sont en difficulté croissante, c'est-à-dire que ça fait 1, 2, 3 en termes de rythme. C'est un rythme un peu de jazz finalement. La première question vaut 1 point, la deuxième est un peu plus difficile, elle vaut 2 points. La troisième vaut 3 points, et ainsi de suite. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça, c'est au début. Et dès qu'une équipe est qualifiée, ensuite, toutes les bonnes réponses vaudront 2 points. Et puis quand 2 équipes seront qualifiées, eh bien, toutes les bonnes réponses vaudront 3 points. C'est pour accélérer un petit peu la fin du jeu. Voilà. Donc au début, 1, 2, 3, vous allez voir, effectivement, les questions à 1 point sont les plus faciles, mais du coup, il faut être plus rapide. Les questions à 3 points, en général, il y a un peu plus de réflexion, de temps, mais elles rapportent plus de points. Première question, donc elle vaut 1 point, c'est un petit peu un échauffement, pour éviter un petit claquage au début de 9 points gagnants, ce qui est toujours très douloureux. Prêt? Dans quel jeu vidéo de Nintendo les joueurs doivent-ils conduire des cartes et collecter? Donc c'est Yes qui a la main, c'est Yes, vous avez été les plus rapides. Mario Kart. Et la bonne réponse. Mario Kart. Donc c'est Yes, un des plus rapides, on est d'accord, c'est ça? Gustave, je gère bien pour l'instant. Dans quel jeu vidéo de Nintendo les joueurs doivent-ils conduire des cartes, collecter des objets pour gagner des avantages sur les autres joueurs? Mario Kart, Yes, je dis Yes. Pour 2 points. Ouais, je suis l'animateur, donc je fais plein de bacs débiles comme ça. En fait, avant c'était au travail, maintenant je l'ai fait tout le temps, c'est très gênant en fait. Notamment pour ma famille. Pour 2 points. Comment s'appelle le premier robot intelligent au trait féminin ayant reçu la citoyenneté d'un État en 2017? Les campagnards ont pris la main. Les campagnards? Est-ce que c'est Lucie? C'est pas Lucie. Donc, vous ne pouvez pas poser, mais les autres, vous pouvez continuer à jouer. Comment s'appelle le premier robot intelligent au trait féminin ayant reçu la citoyenneté d'un État en 2017? Yes, voyou, Venise, vous pouvez buzzer. Tentez, donnez-moi un prénom féminin en fait. Vous pouvez tenter, hein. Qui a la main? Les voyous? Erika. C'est pas Erika, mais on tente. Il faut tenter un prénom féminin. Qui buzz? Ça va jouer entre Yes et Venise. Tentez de donner un prénom féminin. Yes. Yes. Je sais pas tenter. Anaconda. Non. Mais je salue l'esprit de cette réponse. Et on va laisser buzzer les Venise maintenant. Venise, donne-moi un prénom féminin. N'importe lequel. Julia. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Est-ce que quelqu'un est là dans le public? Sophia est la bonne réponse. Bravo. Vous voyez, en fait, ça prend du temps de gérer tout ça. Donc cette émission doit durer officiellement 1 heure. Vous avez compris qu'elle durerait jusqu'à demain matin. Pour 3 points, donc les plus difficiles mais les plus sympas, quel est le nom du scientifique allemand considéré comme le fondateur de la psychologie et on doit, à partir des travaux de Weber, Sigmund Freud? C'est pas Freud. À partir des travaux de Weber, une célèbre loi de psychophysique.
scientifiquement considéré comme le fondateur de la psychologie. Qui a pris la main? Vous l'avez ou pas? On lui doit une célèbre loi de psychophysique. Venise, yes, voyou? Non? Non, ça sèche? Personne ne buzz? Non? Dans le public? Oui, oui. Waouh, Fechner. Gustave Théodore Fechner. Est-ce que certains l'avaient et n'ont pas osé? Non. J'étais plus sûre du nom. Presque. Il me Presque. manquait la première lettre, mais j'avais le reste. Parce que ça, c'est un conseil que je donne aux candidats de questions pour un champion. Dans le système éducatif français, notamment les petites classes, on vous dit ne levez pas la main si vous n'avez pas la bonne réponse, si vous n'êtes pas sûr. Ici, à question, et ici aussi, il faut tenter, au fait, au contraire. Voilà, il ne faut pas filtrer vos réponses. Parfois, on a un doute, la mémoire est étonnante et parfois, on va chercher des choses. Un nom revient, un mot revient, on ne sait pas d'où, mais c'est assez étonnant et c'est la bonne réponse, mais on n'est pas sûr de soi. Pour un point, ça va jouer vite, Gustave. Eh oui, je sais, c'est normal, mais c'est parce que vos questions sont trop bien. Donc attention, on renverse tout et ça se joue en 6 points maintenant. Qui a pris un peu d'avance là? Yes. Yes, on est au bord de la qualification, plus que 5 points. Pour un point, dans quel jeu de cartes créé en 71 par Merle Robbins, les joueurs doivent-ils échanger des cartes avec leurs adversaires pour former des combinaisons de couleurs et de chiffres? Jeu de cartes, créé en 71. On échange des cartes avec l'adversaire, les campagnards? Non? C'est yes, pardon. Yes, yes. Donnez-moi un jeu de cartes. Donnez-moi. Uno est la bonne réponse. Oui. Je remercie toute ma famille. Alors c'est une autre règle de question pour un champion. Quand un candidat me donne la bonne réponse et derrière il dit ah non je suis con c'est pas ça, c'est quand même la bonne réponse. Ça n'annule pas quoi. C'est toujours la première, quoi qu'il arrive, qui est prise en compte. Exactement. Voilà. Je le sais grâce aux Nuits de la Culture. Merci Étoile. Pour 2 points, à quel lobe cérébral sont le plus souvent associées les capacités de raisonnement, notamment les fonctions exécutives? Quel est ce lobe cérébral? Campagnard. Le lobe frontal. Et la bonne réponse? Bon, j'allais le dire. 2 points. Je sens que ça y est, ils ont compris le principe du jeu. Et je suis sûr que vous allez trouver cette question à 3 points. Bravo les campagnards. Pour 3 points, de quelles cellules le cerveau est-il majoritairement composé? Oh, ça buzz de partout. Les campagnards Des neurones. Non. Ah, je sais pas. Tout le monde voulait buzzer. Prendre la main derrière. C'est yes. Grise. La matière grise. Non. Quelle cellule? Donnez-moi un type de cellule qui compose majoritairement le cerveau. C'est qui a la main? Voyou, Venise, ça joue entre vous? C'est Venise, pardon. Venise. Oui, ils sont là. Synapse. Non, c'est pas les synapses. Il reste les voyous, je crois. Tout à fait, je suis d'accord avec ça. Buzzez les voyous, prenez la main, donnez-moi un truc. Les cellules. Je sais pas du tout. Matière blanche, du coup? Non, c'est pas la matière blanche. Alors, vous l'aviez déjà tout à l'heure, donc je tourne un petit peu. Mademoiselle? Les cellules gliales. C'est quoi? Gustave, si tu veux, pour accélérer, on peut déclarer qu'à partir de maintenant, toutes les bonnes réponses valent 2. Tu vois? Et si on voit que ça prend un petit peu trop de temps parce que je suis trop bavard, on passera à 3 points. Okay, oui, c'est pas vrai. donc pour 2 points, attention, c'est une question qui valait 1 point avant et qui en vaut 2 maintenant, donc elle vaut le coup. Dans quel jeu de société édité en 1935, les joueurs doivent-ils acheter des propriétés et payer? Yes. Monopoly. Allez, donnez cette sien. 2. Putain, c'est dommage. Et ça fait 4, hein? Ça fait 4. Encore 2 points, vous êtes qualifiés. Acheter des propriétés, payer des loyers à leurs adversaires, Monopoly. Toujours pour 2 points. Dans quel type de jeu le joueur a-t-il la possibilité de parcourir librement un monde virtuel Open World. C'est des campagnards qui... Non, pardon, qui a la main? C'est yes, excusez-moi. Open World.
réponse. Monde. Ils sont qualifiés. Ah bah, Mesdames et messieurs, nous avons une équipe qualifiée. Ça sert à rien, ça me fait. Donc on continue à jouer à 2 points parce que le rythme semble pas mal, hein, Gustave. Attention, c'est une ancienne question à 3 points qui devient... Oh, j'ai envie de la laisser à 3 points du coup. Voilà, celle-là vaut 3 points. Voilà. Je suis en train d'inventer les règles au fur et à mesure. Mais je ne sais pas où ça va finir. Elle est là. Selon l'équation de Kurt-Lewins, comment est défini le comportement? Selon l'équation de Kurt-Lewins, ou Lewins peut-être d'ailleurs. Comment est défini le comportement? Est-ce que ça buzz? Oui, les campagnards ont buzzé, non? Non. Non? Ah non, excusez-moi, c'est mes yeux. Non, vous l'avez pas celle-ci? Selon l'équation de Kurt-Lewins, comment est défini le comportement? Attention, le public, ça va être à vous dans un instant puisqu'on sèche ici. Vous l'avez pas? Alors moi, je ne comprends pas la réponse. Est-ce que quelqu'un... Ah bah là, J'aurais jamais eu. C'est ça? J'aurais jamais eu. pas compris la réponse. Elle est trop forte, elle est trop forte. Si elle disait, elle gagnerait direct. Je lis, hein. Trop de connaissances. Je lis, je ne comprends pas, mais je lis. Le comportement est une fonction de la personnalité et de l'environnement. Ah bah si, d'accord, ok. Ah bah si, bien sûr. Bah oui, bien sûr. L'équation de Kurt-Lewins, bien sûr, j'avais pas lu. Je regarde l'heure. Allez, on continue à 2 points. Quel jeu de société sorti en 2004 demande de relier des villes sur un plateau de jeu avec des cartes? C'est Ticket to Ride. Qui a la main? Le ticket du ride. Qui a la main? Là. Gustave. C'est les voyous? C'est le ticket du ride ou ticket du ride, je sais plus comment on dit. Redis-moi. Redis-moi. Redis. Un ticket, ticket to ride. Ah non. Ouais. Les aventuriers, je sais pas quoi, ou les... Je sais plus comment c'est quoi en français. Je sais plus comment c'est traduit. Moi, je valide la réponse en anglais. Bonne réponse. Ah non, ça fait mal au cœur. Les aventuriers du rail en VF. Et donc en anglais, tu nous disais. C'est de quoi? Comment tu disais en anglais? C'est Ticket to Ride, non? Ticket to Ride, c'est ça? Non, ouais, je crois. Ok. C'est validé. Gustave, alias Maître Capello, valide la réponse. Les voyous, il était temps, hein? 2 points. Venise, où êtes-vous, Venise? Je sais pas, ils sont partis. Mais... Ça va venir, vous allez voir, ça va venir. Pour 2 points. De combien, facile, hein? De combien de catégories d'âge est constitué le système d'évaluation européen de jeux vidéo? Les voyous. Ouais. Combien de catégories d'âge? 4. Non, c'est pas 4. Et on buzz, qui prend. C'est Venise. 5. C'est parti. 2 points. Bien joué. C'est vous, l'honneur est fait. Bon, c'est un truc qu'on fait à question pour un champion facilement. C'est étonnant la psychologie d'ailleurs. C'est quand je vois un candidat qui est un peu, qui démarre un petit peu après les autres, ou qui n'hésite pas, ou qui est un peu, ou dont je sens dans le regard qu'à un moment il lâche un peu l'affaire. Eh bien, il suffit d'un regard, parfois d'un geste d'encouragement, d'aller le chercher. En fait, ça le reconcentre et voilà. Bon, ça c'est ce que je me raconte, mais en fait, vraiment. Bravo. Tout le monde est lancé. En fait, tout le monde a égalité désormais, sauf Yes, bien sûr, qui est qualifié. Ça, c'est une question à 3 points. Donc, je la laisse à 3 points. Quel signal ou effet permet la localisation des régions cérébrales activées en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle? Et c'est les voyous. C'est le potentiel évoqué, les PE? Redis? Le potentiel évoqué? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Hein. Non, c'est pas ça. Qui prend la main? Est-ce que la question peut être répétée? Quel signal ou effet permet la localisation des régions cérébrales activées en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle? Signal, effet. J'insiste sur le mot effet. Campagnard. C'est pas les sons de... Ils sont alpha, bêta. Résonance magnétique, c'est ça? Je dirais IRMF. Alors, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, c'est l'IRMF. Mais le nom de l'effet que nous cherchons, ce n'est pas ça. Et j'insiste sur le mot effet. Non, ça vous aide un peu ou pas? Il reste, je crois qu'il ne reste que... Qui n'a pas répondu encore?
C'est nous. Ouais, Mais- c'est Venise, vous n'avez pas d'idée? Dans le public? Je l'entends là. Mademoiselle, vous l'aviez aussi? Bold. Signal, effet bold. On est nul dans les questions de psychologie. Blood, oxygène, level. Ça vous dit quelque chose? L'effet bold? Ça vous dit quelque chose? Non. 2. Attention, on accélère pour pouvoir goûter aux 4 à la suite et au face-à-face. Chaque bonne réponse vaut 3 points. Et ça, c'est une ancienne question à 1 point qui vaut 3 points. Par quel test? Prenant la forme d'une liste de noms, de couleurs, écrits en différentes couleurs, évalue l'incapacité... Qui a pris la main? Les voyous. Le test de Stroop. Et la bonne. L'incapacité d'ignorer une information non pertinente, c'est exactement le test de Stroop. Bravo, 3 points. Encore 1 point et vous êtes qualifié. Pour 3 points toujours. Ouais, c'est donné. C'est donné. Même moi je l'ai, donc c'est vraiment... Dans quel jeu vidéo les joueurs doivent-ils incarner un personnage nommé Joël et escorter... Les compagnards? C'est les compagnards? The Last of Us. De la Stove, c'est la bonne réponse. Heureusement, j'ai assez rapidement. Et escorter une jeune fille nommée Ellie à travers un monde post-apocalyptique rempli de zombies. Jeux vidéo, vous connaissez la série peut-être aussi qui était géniale. Les compagnards au bord de la qualification, mais il faut aller chercher ce point. Venise, un tout petit peu de retard, mais à 3 points, ça peut aller très vite. Pour le coup, une question à 3 points qui vaut 3 points, donc plus difficile. Je pense que ça peut se trouver. De quelle partie du corps de sa femme, Wilhelm Röntgen, a-t-il fait la première radiographie au rayon X en 1895? Quelle partie du corps? Donnez-moi une partie du corps. Oui, les compagnards. Je tente le cerveau. C'est pas le cerveau. C'est une partie du corps. C'est une partie du corps, celui de l'épouse, oui. Le cœur? C'est pas le cœur. Il reste Venise. Venise, donnez-moi la partie du corps de l'épouse de Wilhelm Röntgen qui a été radiographiée. Le bras. Le bras. Non, j'ai Dommage, hein. maîtrisé. Dommage. C'était la main. C'est la main. Ah, je ne peux pas valider. Toujours pour 3 points, attention, ça s'accélère. Question toute facile pour 3 points. Attention, quel jeu mobile de réalité augmentée basé sur la localisation les joueurs utilisent le monde réel comme plateforme pour capturer et combattre des... Qui a pris la main? C'est Venise, Pokémon Go. La bonne réponse. Si jamais vous la mettez à l'envers, c'est Ingress en fait le truc, j'étais en mode oula, on est bien en vrai. Vous avez vu ce suspense incroyable? Putain, c'est vrai, j'avoue que... On est tous nuls en cognition. Tout ça c'est pensé, c'est exprès. Alors que nous, on a fait Dog, hein. Les 2 prochaines équipes qui me donnent une bonne réponse se qualifient pour le 4 à la suite. Après les Pokémon Go, quel est, pour 3 points toujours, le nombre minimum de personnes nécessaires pour jouer au loup-garou? Combien de personnes? Oh, ça buzz de partout. Les compagnards, combien de personnes? 6. Et la bonne réponse, vous êtes qualifiés. On est qualifiés. Je voudrais féliciter ces 2 jeunes gens qui vivent loin de toute civilisation. C'est quel département déjà? Nicolas. Carrie. Prenez le département. Département. Le département. 77. Ah oui, c'est ça, ouais, c'est très loin. Et donc bravo, parce que c'est pas facile. Et, bravo. Alors ça va jouer entre les voyous. Et je voudrais avoir une pensée émue pour le chien dont nous parlions tout à l'heure. Et Venise. Venise, belle remontée quand même. Attention, tous les 4. Après le loup-garou. Ok, donc c'est ou la fin de la saison ou le début de la sérénité, parce que je ne sais plus où je suis. Il est là, voilà. Ancienne question à 3 points, qui est toujours une question à 3 points. Comment appelle-t-on une conception? Une conception centrée sur l'utilisateur dont les parties sont invitées. Les voyous? Il va dire une dinguerie, je le sais. C'est quoi? C'est une conception utilisateur? Une conception centrée sur l'utilisateur dont les parties prenantes, et après je me suis arrêté. Dis, tente. Une démarche ergonomique? Non. Dont les parties prenantes sont invitées à participer au processus de conception en collaboration avec les concepteurs dans le processus d'innovation.
Comment on fait cette conception? C'est Venise qui est toujours en lice. Il y a le participatif. Co-participatif. Mais carrément. Ah bah ça, c'est exceptionnel. C'est ce que je veux faire en fait du coup pour mes extraits du coup. Je sais, c'est une surprise incroyable parce que je pense que peu de gens dans cette salle avaient mis une pièce sur cette équipe au début qui a eu beaucoup de mal. Voilà. Et non, blague à part, bravo. Je perds les voyous. Dommage. C'est scripté de toute façon. Tout ça est truqué, hein. Bravo aux 3 équipes qualifiées. On peut les applaudir parce qu'ils ont bien joué. Hein. 4 à la suite. 4 à la suite. C'est l'épreuve qui fait le plus peur aux candidats de questions pour un champion. Notamment parce que il faut choisir un thème et finalement, même si l'intitulé est clair, on ne sait jamais ce qui se cache bien sûr derrière ce thème puisque les questions peuvent partir dans tous les sens. Et il y a un thème qui est encore plus surprenant, qui est évidemment le thème mystère, qui est un thème caché que les candidats prennent quand ils ne sont pas inspirés par les autres. Et là aussi, bien sûr, c'est totale surprise. Donc c'est la première équipe qualifiée qui va pouvoir choisir parmi les 4 thèmes. Premier thème, les effets et biais en psychologie. Deuxième thème, les jeux vidéo. Troisième thème, fonction et théorie cognitive. Quatrième thème, mystère. Je vous sens chaud. On a énormément hésité, mais on va prendre jeux vidéo parce qu'on est à Gobelin jeux vidéo. Ok. Jeux vidéo. Alors, comme dans Question pour un champion, 40 secondes. Là, vous allez voir, je vais parler un petit peu vite parce que l'idée, c'est de faire, idéalement, de faire tenir 12 questions en 40 secondes. Donc le débit s'accélère un petit peu. La difficulté ici, c'est d'aller vite pour que vous ayez le maximum de questions, tout en restant intelligible. Je n'y arrive pas toujours d'ailleurs. Et c'est toute la difficulté. Vous êtes prêts? Donc l'idée, c'est d'enchaîner. Non, il n'y a pas de... Non. Je vais bien vous expliquer. L'idée, c'est d'enchaîner le plus de bonnes réponses possible. Dès que vous ratez une question, le compte retombe à 0. Top! Dans les jeux vidéo, quel est l'ennemi souvent plus puissant que les autres qui se trouve à la fin d'un niveau? Par quelle société la PlayStation a-t-elle été créée? Dans quel type de jeu vidéo le joueur incarne-t-il un ou plusieurs rôles qu'il fait évoluer au fil d'une quête? RPG. Comment s'appellent les jeux d'action d'aventure développés par Andrew Schultis où l'on incarne un renard anthropomorphe? Passe. Quel est le protagoniste emblématique de la série The Legend of Zelda? Link. Quel est le titre du jeu de puzzle en 3D développé par Valve où les joueurs manipulent des cubes pour résoudre des... Quel est le pseudonyme du créateur du jeu vidéo Minecraft? Notch. Qui a établi les stades de développement servant de base à la classification ESAR pour les jeux et les jouets? Qui a établi les stades de développement? Il n'y a plus de temps? Mais je pense qu'on n'est pas loin de la fin des 40 secondes là. Hein? C'était la fin, hein? On peut les applaudir parce que... Donc c'est 6 bonnes réponses en tout. 6 bonnes réponses en tout. 2 fois 3, ce qui est à question pour un champion un excellent score. Ça ne vous garantit pas la qualification pour le face-à-face, parce que les 2 autres équipes peuvent faire ou des 4 à la suite, ou également 3 et il y aura un jeu décisif, mais c'est déjà un pied en finale. Bravo à tous les deux, c'est super. Mais du coup, c'était quoi les réponses aux questions? Oui, bien sûr. Donc, je vous donne les 2 réponses de celles qui nous ont manqué. Le jeu d'action-aventure où on incarne un renard anthropomorphe. Quelqu'un l'avait? Oui, monsieur? Non, c'est pas ce que j'ai. Tunique. Mademoiselle? Comment tu dis? Non, c'est pas. Tu as dit Sonic? Tunique. C'est Tunique. Non, c'est moi. Non, c'est moi qui l'ai dit. C'est Tunique. 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 C'est moi. Tu l'avais? Oui. Tunique. Et J'avais 4 points. qui a établi les stades de développement servant de base à la classification ESAR pour les jeux et les jouets? C'est un monsieur qui s'appelle Jean Piaget. Qui me donne la bonne réponse? Bravo. Il faut revenir jouer à question pour un champion. Deuxième équipe qualifiée, c'était qui? C'était les Campagnards. Alors à vous de choisir entre, je vous le rappelle, les biais et effets en psychologie, les fonctions et théories cognitives et le thème mystère. On va prendre le thème mystère. Ah.
Alors qu'on a fait psychologie. Enfin bref. Justement, c'est bien. Les enfants. Le symbole typographique de la langue française. Donc on est d'accord que c'est les symboles typographiques de la langue française. Ça va. Si, ça va. Un thème mystère, ça peut être aussi la fonction reproductrice sur les libellules dorées du sud-est asiatique. Voilà, ça peut être ça parfois. Donc là, ça va. Non, en vrai, ça va. Les symboles typographiques de la langue française, voilà, ça peut le faire. Donc on tente le 3, on tente un petit 4 à la suite aussi. 2, c'est un score honnête aussi. Faut pas faire moins. Vous êtes prêts tous les deux? Quel symbole typographique provient d'un terme grec signifiant petite étoile? Astérix. Quel est le nom français du symbole souvent confondu avec le symbole musical dièse? Le nom français. Hashtag. Quel est le nom en français du symbole marquant un alinéa ou la fin d'un paragraphe? La tabulation. Comment s'appelle le signe de ponctuation indiquant que la phrase doit être prise au second degré? Guillemets. Comment s'appellent les 2 points qu'on met parfois au-dessus du i, du e ou du u? Le tréma. Quel est le nom du signe de ponctuation pouvant être ouvrant ou fermant, servant à indiquer une intervention extérieure au texte lors d'une citation? Guillemets. Quel est le nom du logogramme ayant pour signification la conjonction de coordination et? C'est fini? Merde. Ok. C'était fini? D'accord, Un point. On n'a que un. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il était super dur? Vous êtes des malades! Non mais au début, moi je vois Astérix, je dis ok, ça va être cool, il y a moyen de faire 2-3 points quoi. Astérix. La deuxième, quel est le nom français du symbole souvent confondu avec le symbole musical dièse? Mais qui dit ça? Personne. Qui dit le croisillon? Carré. Le croisillon. Le croisillon. Oui. Personne ne dit ça. Qui dit ça ici? Dénoncez-vous. Vous avez fait cette différence entre le hashtag. Qui dit le croisillon qui est penché. à la place de... Enfin, ouais, mais personne. Je pense que la dernière personne qui utilisait ce mot, elle a disparu il y a bien longtemps. En même temps que Voyou, notre chien. On est d'accord. Il faut pas m'encourager parce qu'après c'est... Non, en vrai, super difficile. Hein. Quel est le nom en français du symbole marquant un alinéa ou la fin d'un paragraphe? Je n'ai jamais vu ce mot, hein, jamais. Un pied de mouche. Qui l'avait? C'est vrai? Waouh. Bravo. La 4e question, donc la plus difficile, hein, celle pour faire 4. Comment s'appelle le signe de ponctuation indiquant que la phrase doit être prise au second degré? Le point d'ironie. Je crois que c'est un point d'interrogation qui est à l'envers en fait. Genre, Je crois qu'on peut arrêter là. Je crois que ce questionnaire est sorti d'un cerveau malade. ouais, il me semble, parce que du coup, en fait, vu que sur Internet, c'était compliqué de trouver. Non, après, c'était plus facile. Enfin, sur Internet. Comment s'appellent les 2 points qu'on met parfois au-dessus du i, du e, vous l'aviez, hein, c'est le point, c'est tréma. Le nom du signe de ponctuation pouvant être ouvrant ou fermant, servant à indiquer une intervention extérieure au texte lors d'une citation, c'était les crochets. Voilà. Et vous l'avez retrouvé, mais il n'y avait plus de temps. Ou à l'esperluette, vous l'aviez. Quel est le nom du signe de ponctuation pouvant être ouvrant ou fermant? Je viens de répéter la même question, ok, tout va bien. Quel est le nom du logogramme ayant pour signification la conjonction de coordination et? C'est l'esperluette, vous l'aviez. Voilà. Alors, ce que je dis aux candidats en général, quand quelqu'un fait 1 comme ça, c'est ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. On peut faire pire. Voilà. Puisque les amis de Venise, hein, c'est bien ça, Ouais. peuvent faire aussi 1, dans ce cas-là, jeu décisif. Ils peuvent faire 0, ce que je ne leur souhaite pas. Par contre, 2, 3, 4, c'est bim. C'est face à face. Il nous reste 2 thèmes. Ouais, bah là, on est quand même chez nous, quand même. Hein. Psychologie, tout ça, on connaît bien. Donc, On va faire les effets et les biais en psychologie. les effets et biais en psychologie. Je blague, mais le travail sur les questions, je dis vraiment bravo à l'équipe, c'est super. Les effets et biais en psychologie, amis de Venise, êtes-vous prêts? Gustave, j'attends ton top.
Quel animal est associé au concept de conformisme ou de l'effet de mode et aussi utilisé comme expression courante pour désigner quelqu'un qui suit bêtement le... Oui. Quel biais cognitif désigne la tendance à chercher, interpréter et privilégier les informations qui confirment nos hypothèses préexistantes? Biais cognitif. Biais. Passe. Quel est le nom du biais cognitif qui produit chez l'individu la croyance d'être davantage remarqué par autrui qu'il ne l'est réellement? Passe. Comment s'appelle l'effet psychologique impliquant une tendance pour les consommateurs à accorder une valeur supérieure aux produits qu'ils ont partiellement créés? Non. Quel biais implique que l'on se souvient mieux des premiers éléments d'une liste? Non. Terminé? C'était quoi la dernière question, je crois? On a gagné avec un point. Alors du coup, on va avoir un jeu décisif. Donc les campagnards, quand je disais ça n'était pas fini. Je vous donne les bonnes réponses. Le mouton impeccable, animal associé au concept de conformisme. Voilà, ça c'est bon. Le biais cognitif qui décide la tendance à chercher, interpréter et privilégier les informations qui confirment nos hypothèses préexistantes. Le biais de confirmation. Ah mais je l'avais, mais... Vous n'avez pas soufflé, bravo. Quel est le nom du biais cognitif qui produit chez l'individu la croyance d'être davantage remarqué par autrui qu'il ne l'est réellement? C'est l'effet de projecteur. En télé, on appelle ça l'effet du melon. Je n'aurais pas trouvé l'effet de projecteur. Dont je suis atteint comme tous les présentateurs. Et alors moi j'adore celui-ci. Moi je l'ai découvert en préparant cette émission, je trouve ça génial. Comment s'appelle l'effet psychologique impliquant une tendance pour les consommateurs à accorder une valeur supérieure aux produits qu'ils ont partiellement créés? J'adore ça. Ouais, l'effet Ikea. Et maintenant je comprends pourquoi je n'arrive pas à jeter les meubles, les vieux meubles Ikea pourris que j'ai montés il y a 15 ans, parce qu'en fait j'y ai participé, c'est incroyable. C'est fascinant. C'est bien ce que vous étudiez. Vous avez débrouillé sur ça ou pas? Non. J'arrête de dire des bêtises. Jeu décisif. Le jeu décisif, c'est des petites questions sympas. Et la première équipe qui arrivera à 2 points, donc 2 bonnes réponses d'affilée, eh bien, se qualifiera pour le face-à-face. Les campagnards, êtes-vous prêts? Oui. Venise, êtes-vous prêts? Oui. Donc là, on retrouve le buzzer, effectivement. Donc, vous pouvez buzzer à n'importe quel moment de la question, au bout de quelques mots ou à la fin de la question. Si une première réponse est fausse, évidemment, l'autre équipe pourra répondre. Gustave, c'est OK? Première question. Que suis-je? Système évolutif de signes linguistiques, vocaux, graphiques ou gestuels qui permet la communication entre les individus? Venise. Le langage? Non. Non. Les campagnards. La phonétique. Ce n'est pas la phonétique, c'est la langue. J'allais dire langue. Langage, on est d'accord que c'est pas la même chose. On est d'accord. J'allais dire langue. Deuxième question. Qui suis-je? On cherche une personnalité. Écrivain, biochimiste, américain d'origine russe, il est principalement connu pour ses écrits de science-fiction, comme Le cycle des robots. Et on a buzzé, et c'est Venise qui a la main. C'est Oui. Asimov. Asimov a la bonne réponse. En fait, je voulais pas tout à fait, je me dis, ah, c'est Asimov, je me dis, en fait, c'est Isaac Asimov, T'étais tellement... les lois de la robotique, hein, c'est ça, notamment. J'étais pas sûr, je me dis, Asimov. Troisième question, et 1 point d'avance pour Venise. Qui suis-je? Encore une personnalité. Psychologue cognitiviste et designer américain, né en 1935, connu pour ses travaux sur l'ergonomie des interfaces homme-machine, la psychologie de la perception, de l'attention et de la mémoire, ainsi que de la conception centrée sur l'utilisateur. Auteur du célèbre livre « Le design des objets au quotidien ». Don Norman. Redis. Don Norman. Bonne réponse. J'attendais le nom du titre du livre parce que j'étais pas sûr, il y a tellement de... Donald Norman. C'est incroyable. Venise qui était au fond du trou au début de ce jeu, c'est incroyable. Moi, je ne vis que pour ces rebondissements. Venise, vous êtes qualifié. Et saluons encore le beau parcours des campagnards qui, malgré leur éloignement de la civilisation, a brillé.
face à face, qui normalement se joue en 12 points. Combien de temps il nous reste? Est-ce qu'on le joue en 12? On va le jouer en 9, 6, 7? Vous avez votre dernier mot, Jean-Pierre? Merci beaucoup. On joue le face-à-face en 7 points. Donc, c'est Venise et Yes, hein, on est d'accord. En finale. Venise et Yes. Donc, il y a une histoire de main aussi. La première équipe qualifiée, c'était Yes. Donc vous aurez la main sur la première question. Mais cette main, vous pouvez la garder ou la laisser. Donc, voilà, c'est très bien affiché ici. Par exemple, ici, si Yes garde la main à 4, ça lui donne la possibilité de répondre à 4. Ou de laisser, et dans ce cas-là, ce sera à Venise éventuellement de répondre à 4. Et la main passe comme ça, à gauche et à droite. Il n'y a pas de bonne stratégie. Si on se sent très fort sur une question, on peut tenter de garder la main, par exemple. Ou au contraire, laisser à son adversaire en se disant, il y a peu de chances que je trouve à 4, je trouverai à 3, ou à 2, ou à 1. Vous avez, Yes, la main sur la première question, dont le thème est sciences cognitives. Est-ce que vous gardez la main ou est-ce que vous la laissez? Vous la laissez? On la passe. Vous la passe. C'est la fin de saison. Hein. Donc c'est Venise qui a la main. Vous êtes prêts? Ouais. Évidemment, quand la main passe de l'autre côté, vous pouvez buzzer, il ne va rien se passer, vous n'arriverez pas à prendre la main. Quoi. Gustave, tu me dis si je continue alors que c'est buzzé. Je ne vois pas forcément, puis j'entends plus très bien non plus. Prêt? Je te suis. Test validé pour la première fois en 2014 par une équipe d'informatique en simulant un humain d'un âge mental de 13 ans. Évoqué dans les fictions du romancier Arthur C. Clarke, mais aussi dans le film Blade Runner, test d'intelligence artificielle fondée sur la faculté d'une machine à imiter la conversation humaine, décrit... Qui a buzzé? C'est toi? Ouais. Vas-y. Test de Turing. Qui a buzzé? C'est Venise. Et Venise, vous me dites? Sur le test de Turing. Le test de Turing est la bonne réponse. Ah, super. En fait, c'était bizarre en fait. Ouais, Notamment dans le film de Blade Runner, vous savez, où il y a une scène au début qui est géniale. Hein. C'est déterminer si le... Comment ça s'appelle dans Blade Runner? Les réplicants, hein, c'est ça? Ce sont des réplicants ou des humains. Décrit par Alan Turing en 1950 afin de savoir si une machine peut penser. Venise, bravo, 2 points. La première question, Yes avait la main. Donc, la deuxième question, c'est Venise qui va avoir la main. Sur une question jeu, le thème c'est jeu. Ok, on prend. Vous gardez? Console, annoncée durant le plus grand salon international du jeu vidéo E3 sous le nom de code Révolution. Son but n'était pas d'égaler ses concurrentes en termes de puissance, mais de plaire au plus grand nombre. Moins d'1 an après sa commercialisation, elle devient la 7e console la plus vendue de tout le monde. Qui a la main? C'est Venise. La Wii. Mais non, mais c'est... C'était bien Venise qui avait la main ou c'était Yes? C'était Venise? J'ai buzzé Mais on avant, a pas- c'était on pas a- lui. Est-ce que vous l'aviez, Venise? Vous l'aviez ou pas? J'aurais dit la Xbox. La main passe. Donc on le fait a cappella. La main passe. La réponse de Venise était Xbox. La main passe. Votre réponse à 2 points était Yes. Était la bonne réponse. Ouais, parce qu'en fait, tout ça, c'est vrai. C'est pas ça. En fait, j'ai pas compris. Je peux pas buzzer pendant les 3. 2 points C'est leur truc. également. 2-2. Objectif 7 points. Prochain thème, cinéma. Et la main revient à Yes. Donc Yes, réfléchissez pour la main. Vous aurez la main et vous pouvez la laisser pour savoir qui répond à 4, hein, vous l'avez compris. On laisse. Vous laissez, donc la main passe à Venise. Vous êtes les premiers à pouvoir répondre. Film américano-canadien se déroulant dans une ville fictive inspirée par New York ou Metropolis. Ma musique a été brillamment composée par Hildur Guðnadóttir. Je présente les aventures d'Arthur, un comédien vivant avec sa mère et faisant des petits boulots pour survivre. Réalisé par Todd Phillips. J'illustre très bien. Quelle a été votre réponse à 3? Joker. Était la bonne réponse. Bah oui, c'est ça, je me disais aussi. En termes de score, un petit point. 5 pour Yes, 2 pour Venise. Yes, vous êtes à 2 points de la victoire.
et donc de l'année en Nouvelle-Zélande dans un palace 5 étoiles. Pour un de vous deux, par contre, pas les deux, parce qu'on n'avait pas le budget, donc vous réglez ça. Je prendrai la main sur le voyage. Quatrième question, le thème c'est l'ergonomie, et je crois que c'est Venise qui a la main. Ergonomie. Qu'est-ce qu'on fait? On garde ou on laisse? On prend. Vous gardez. Vous avez deux stratégies à l'œuvre. Hein. Il y a une équipe qui garde et l'autre qui laisse. Domaine de recherche popularisé par Stuart K. Card, Alan Newell, Thomas P. Moran, dans leur livre publié en 1983, s'appuie notamment sur la linguistique, la vision par ordinateur et sur l'humain, également considéré comme un domaine pluridisciplinaire entre ingénierie, sciences de la nature et art design. Les chercheurs dans mon domaine observent la façon dont les humains interagissent dans les ordinateurs, ceci afin de... Non mais je suis dégueulasse. Le temps imparti était écoulé. Je l'entends. C'est l'interaction avec ma machine. Ouais, l'interface homme-machine. Est-ce que vous l'aviez plus tôt, que vous n'avez pas osé? En fait, j'étais pas certain, mais en fait, c'est chiant parce que c'est mon domaine, du coup, j'ai un peu honte en fait. Si on pouvait en parler et passer à autre chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper cette séquence au montage. Hein. Voilà. Question suivante. Le thème, c'est jeu. Et je crois que Yes retrouve la main. Yes, qui jusque-là a laissé la main, c'est sa stratégie. Est-ce que la stratégie va se poursuivre ou pas? Nous la laissons. La main passe donc à Venise. Objet, inventé par Carlos Miric au laboratoire de recherche navale des États-Unis, breveté en 1926. Mon nom actuel proviendrait pourtant de Robert Esnault-Pellery, un pilote français du début du XXe siècle. Je proviens initialement du domaine de l'aviation, mais j'ai trouvé ma place dans le jeu vidéo grâce à une borne d'arcade. Qui a la main, Gustave? Venise. Le joystick. Et la bonne réponse. Bah en fait j'ai appris avant et ça arrive à deux, ça... 5-4. Joli. Chaque équipe peut s'imposer d'une bonne réponse à au moins 2 points pour Yes, à au moins 3 points pour Venise. Il y avait une autre question de jeu. Et elle est sympa celle-là. On va garder. Vous gardez. Ouais. C'est vachement intéressant, c'est les deux équipes ont la même stratégie depuis le début. Non mais c'est la question pour un champion, on voit ça aussi, et c'est vraiment intéressant. Jeu, qui à sa sortie avait le plus long développement jamais réalisé, soit 1 an et 5 mois. Le concept de son personnage provient de la simplification du caractère Kushi en japonais, signifiant bouche. Les dirigeants de Namco craignaient que son nom soit vandalisé, et l'ont donc fait. C'est Yes Pac-Man. Pac-Man est la bonne réponse. Il y a un jeu que j'ai rêvé d'animer, mais que j'ai jamais animé, qui est Tourner Manège. Les plus jeunes, vous ne savez pas de quoi je parle, et vous avez raté quelque chose. Donc je passe en mode Tourner Manège. Vous avez déjà travaillé ensemble ou pas, vous tous les deux, sur des trucs ensemble? Bah, vous devriez. Voilà. Écoute, bravo à vous, bravo à tous les 8. Tu voulais dire un mot, pardon? Oui, toi qui as commencé avec la ligne de la culture, finir avec Pac-Man, c'est beau quand même. Officiellement, je vais annoncer les cadeaux, puisqu'en fait, le voyage, on m'a dit à l'oreillette que non, avec l'inflation, tout ça, ça n'est plus possible. Donc les gagnants, je crois, gagnent un jeu de société. Alors Gustave, quels sont les... Viens, venez. On va expliquer un petit peu les cadeaux, Gustave. Qu'est-ce qu'on a là? Alors on a un jeu de société qui s'appelle Dixit, qui est un super jeu avec des super illustrations, qui est très sympathique. C'est un jeu de cartes où il faut faire deviner une carte par rapport à une phrase un peu abstraite, c'est sympa. Super sympa. Et c'est pas tout? Et un mug floqué Brainplay. Voilà. Et il y a ça aussi. Ça, ce sont pour les deuxièmes, c'est le casse-tête. C'est un casse-tête, c'est une boîte casse-tête. Voilà, qui est très jolie. Donc, cadeau pour les gagnants. Cadeau pour l'équipe qui arrivait en 2. Et attention, suspense incroyable. Cadeau pour les 3e, les 4e. Des stickers et des marque-pages. Félicitations à l'équipe gagnante, félicitations à tous les 8, vous avez super bien joué. J'ai adoré certaines anecdotes canines dans cette... Félicitations au public, parce qu'il y avait plein de bonnes réponses aussi.
Félicitations aux organisateurs, parce que je l'ai dit au début tout à l'heure de notre jeu. L'organisation, là, les moyens mobilisés, la décoration, le temps préparé sur les questions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est magnifique. C'est beaucoup de travail et un travail de qualité. Donc je voudrais vraiment une nouvelle fois qu'on applaudisse l'équipe parce que c'est top. Gustave, maître des horloges, est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps ou est-ce qu'on libère tout le monde ? 2 minutes ? Ok, alors je vais prendre une question dans le public, sur n'importe quoi en fait. Voilà, ça peut être la tectonique des plaques ou je suis assez open en fait. Une question, si vous avez une question sur... oui. Mon plat préféré. Mon plat préféré. En fait, on a un souci commun avec mon épouse, c'est qu'on ne cuisine pas, et du tout. On s'est illustré récemment sur des œufs, tous les deux. C'est-à-dire que la première fois que mon épouse a voulu me faire un œuf, c'était je crois qu'elle voulait faire un œuf, comment on dit, vous savez, à la coque. Et donc elle l'a raté. Donc, parce que elle est nulle en cuisine, moi aussi, donc on en rigole beaucoup. Et elle me dit, je vais te faire un œuf. Je rigole. Et donc, je m'approche, je veux voir le spectacle. J'aurais dû filmer. Et donc, elle met la casserole à chauffer, l'eau, tout ça. Je lui dis, tu mets pas du vinaigre, tout ça. Bon, les spécialistes de la cuisson de l'œuf comprendront. Et donc, elle prend une cuillère, la soupe, elle met l'œuf dedans. Je lui dis, technique. Et elle met la cuillère un bon 30 cm au-dessus de la casserole et elle lâche l'œuf. C'est une vraie histoire. J'aurais dû le filmer. C'est un truc. Je mets ça sur TikTok, ça. Bon, l'œuf s'est cassé évidemment. Donc ça, c'est Hélène. Alors, mais maintenant, quand je fais des œufs, moi, quelques années plus tard, après pas mal d'entraînement, on refait des œufs à la coque pour les enfants et on les cuit. Et comme il arrive souvent avec des œufs à la coque, on ouvre le premier et il n'est pas assez cuit. Vous voyez, il est un peu pas cuit. Donc, je ne me départis pas de mon sang-froid et je prends un autre des œufs qui était à cuire et je le mets au micro-ondes. Mais qu'il est con! C'est une vraie histoire, hein, c'est pas... Donc je mets l'œuf au micro-ondes et Hélène me dit, t'es sûr? Je lui dis, ça se tente. Prudent, je mets une puissance assez faible, genre 600 watts, quoi. Et je mets pas trop longtemps, quoi, genre 10 secondes, j'étais pas sûr de mon coup. Et donc je mets, 10 secondes, il se passe rien et tout, je dis, bon, allez, je mets 20 secondes, et donc il faut nous imaginer tous les deux, là, devant le micro-ondes, et à un moment, l'œuf, mais explose, quoi, littéralement, et repeint le micro-ondes, il y en avait partout. Donc, vous voyez le micro-ondes avec les grilles, tout ça, j'ai mis des semaines à laver le micro-ondes. Donc ça, c'est ma super anecdote de cuisine. Voilà, c'est une très bonne question. Un grand merci, vous êtes un super public, vous êtes des super candidats. N'hésitez pas d'ailleurs à passer les sélections à questions pour un champion en vrai. On a un public qui est de plus en plus jeune. C'est simple comme bonjour, vous allez sur Internet, vous avez un site Internet qui s'appelle Questions pour un champion. Vous vous inscrivez en ligne, on vous rappelle au téléphone et vous passez les sélections au téléphone. C'est vraiment simple comme bonjour, vous n'avez même pas à vous déplacer. Et si vous avez un bon score, en fait, on vous propose de venir, on vous donne une date, voilà, et on s'amusera bien. Et puis, n'hésitez pas à venir voir ma chaîne Twitch. Je suis en vue de presse souvent le matin, je serai demain matin en vue de presse aux alentours de 9h je pense pour lire du coup le dimanche, le Parisien dimanche, le journal du dimanche et l'équipe dimanche, c'est un peu ma passion, c'est lire la presse aux gens et puis débattre de l'actualité avec eux. Twitch.tv/Samuel Etienne. Et puis je lance à la rentrée prochaine, pour le coup ça concerne un petit peu ce qu'on a évoqué ensemble, une émission hebdomadaire sur le gaming. Sur le jeu vidéo, parce que moi je fais le constat au travers de mes lectures de ces dernières années qu'on ne peut pas tout à fait comprendre le monde dans lequel on vit sans s'intéresser un peu au monde du jeu vidéo, tant il est riche sur un plan technique et artistique aussi, et puis économiquement il a pris une importance de fou, quoi. Donc je lance une émission hebdomadaire à la rentrée dont le pitch est super simple. Il y a un gars de 52 ans qui a joué la dernière fois au jeu vidéo en 1988, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, et qui se relance dans le jeu vidéo, et chaque semaine il reçoit un gamer, une gameuse qui vient lui parler de son jeu vidéo préféré et ils jouent ensemble. Voilà, c'est le pitch, et on fait une émission test bêta
qui sera diffusé vendredi prochain sur ma chaîne Twitch à 20h, et on reçoit Kayane, qui est une gameuse professionnelle, qui est une passionnée de Street Fighter notamment. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir voir, et encore merci de votre accueil, vous êtes super.